Mesdames et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de Gale Afrique Télévision, merci une fois de plus de votre fidélité sur votre chaîne. Nous vous accompagnons aujourd'hui, l'actualité une fois de plus au rendez-vous. Commémoration du deuxième anniversaire, officiellement parlant, du Génocoste, le génocide congolais. Voilà, mesdames et messieurs, toute une délégation gouvernementale à Kisangani, dans plusieurs villes, plusieurs territoires du pays. C'était une grande célébration pour se souvenir. Voilà de la mémoire de toutes ces victimes, tous ces Congolais qui ont perdu la vie. D'autres aujourd'hui ont perdu même certains leurs membres corporels. Mesdames et messieurs, nous en parlons une fois de plus sur Gale Afrique Télévision avec Christophe Mouissa. Il va faire son coup de gueule par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est en quelque sorte, mesdames et messieurs, un retour sur cette commémoration. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Et c'est un message que la République démocratique du Congo vient de lancer à la communauté internationale. Quand je parle de la communauté internationale, c'est toutes ces nations aujourd'hui avec lesquelles nous partageons certaines valeurs, une certaine diversité. Mesdames et messieurs, c'est sur Gale Afrique Télévision que toutes ces questions trouveront des réponses en direct avec Christophe Mouissa. Christophe, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Habillé en Génocoste. Oui, c'est effectivement une journée de mémoire, une journée de deuil aussi, et une journée de commémoration de ce génocide effectivement qui a ravagé plusieurs de nos compatriotes, plusieurs êtres humains qui avaient des projets, qui avaient des ambitions et qui rêvaient qu'ils pourraient aussi atteindre et vivre dignement dans leur pays, dans leur territoire. Et malheureusement, il y a toute une vague qui est venue faucher leur vie. Et aujourd'hui, ils font partie des victimes, d'autres sont des survivants. Alors déjà là, comme je l'ai dit, c'est le deuxième anniversaire. Alors on peut dire aujourd'hui que c'est devenu une habitude en République démocratique du Congo pour se souvenir chaque 2 août de toutes ces victimes, de tous ces Congolais qui ont perdu la vie par rapport, voilà, victimes de toutes ces exactions, comme on peut le dire. Alors il faut les préciser qu'aujourd'hui, c'est 2 ans effectivement qu'on vient de fêter ça officiellement, mais les organisations de la société civile telles qu'initiées depuis 2013, ils avaient déjà commencé à voir comment organiser de telles activités en mémoire de toutes ces victimes. Et cet engagement a pris vraiment autant d'années jusqu'à ce qu'aujourd'hui, cette bataille au moins vient d'être reconnue au niveau des institutions de la République. Et le 2 août, effectivement, aujourd'hui constitue une journée commémorative qui devra être chômée, payée et aussi une journée fériée. Pour autre précision, nous disons que le gouvernement, tant bien que mal, aujourd'hui, ils ont pris les bras le corps sur comment organiser de telles activités. Et nous, au niveau de la société civile, nous dirons que c'est déjà une bataille gagnée, mais pas encore une victoire acquise. Nous continuerons à nous battre jusqu'à ce qu'il y ait, en tout cas, ce consensus autour des objectifs des organisations de la société civile et les objectifs du gouvernement central, et qui est effectivement cette compatibilité en fait que nous puissions mener un combat commun, parce qu'aujourd'hui la différence est tellement claire que les organisations de la société civile et même les officiels organisent des cérémonies parallèles. Pourquoi je l'ai dit? Parce que lorsque vous voyez même les logos qui représentent aujourd'hui du côté du gouvernement les Génocostes, c'est sous forme d'une colombe et le symbole de la paix, un pigeon blanc, tandis que du côté... Là, c'est comme si on tourne la page de tout ce qui a été enregistré comme violence et on commence à fêter la paix. Oui. Ce qui est contraire effectivement aux organisations de la société civile, d'où le Génocoste est symbolisé par un rameau. Un rameau, c'est-à-dire en lingala on dit mandala. C'est aussi un signe de deuil. Ces signes de deuil-là prouvent à suffisance qu'au-delà des crimes qui ont déjà été commis en République démocratique du Congo, les massacres continuent. Nous pleurons toujours les nôtres. Nous continuons à pleurer. Et nous nous battons pour que cela d'abord s'arrête, en fait effectivement de commencer les autres processus, notamment de construction des mémorials, de construction des mausolées, des lieux de recueillement, pour que tous les noms des victimes ils soient inscrits dans un cahier blanc ou dans un livre effectivement. Nous sommes sur tous ces fronts au même moment, parce que c'est vrai, nous sommes en train de nous battre pour que la paix soit rétablie. Au même moment, il y a une autre bataille très importante aujourd'hui, c'est prier cette justice, non seulement la réparation, voilà, avec toutes ces victimes. Je crois que c'est le 2 fronts au même moment. Oui, les Génocostes, c'est aussi tous ces fronts.
Oui. C'est parfois cette reconnaissance que nous avons déjà décrochée. On peut en tout cas se taper la poitrine d'avoir déjà acquis cette bataille. Mais une reconnaissance au niveau national. National d'abord, parce que le combat il doit être d'abord interne avant d'étendre maintenant les mécanismes. Donc cette externes. affaire génocide, c'est seulement en République démocratique du Congo qu'on peut appeler ça génocide. Pour au niveau international. Voilà, effectivement, pour l'instant, c'est d'abord le combat en interne. Il faut qu'il y ait cette solidarité, cette unité, cette cohésion en interne. Et du coup, lorsque nous aurons un même langage, c'est de là que nous pouvons maintenant transcender les objectifs et les combats effectivement pour influencer le monde entier, la communauté internationale, pour qu'on reconnaisse effectivement que ces génocides pour lesquels les Congolais sont en train de se battre jour et nuit, en tout cas aujourd'hui nous sommes en droit de les reconnaître parce que ce sont des millions des êtres humains qui ont été ravagés et cela est susceptible effectivement de la reconnaissance du génocide. Parce que le génocide doit être reconnu mondialement et ça ne doit pas seulement rester dans le contexte. Ça prend aussi du temps. Bon, ça prendra du temps, mais tout dépendra du lobbying, tout dépendra du plaidoyer, tout dépendra des voix, comment est-ce qu'elles seront levées le plus hautement que possible. Cela dépendra de l'attitude de nous Congolais, du comportement que nous serons en train d'afficher lorsque nous parlons de ces sujets. En tout cas, c'est à ce niveau-là que le monde pourrait comprendre que non, il fallait convoquer des grandes assises au niveau international afin de reconnaître ces génocides-là. Parlons de l'aspect organisationnel de toutes ces cérémonies. Partons en République démocratique du Congo. Comme on le disait officiellement, ça a été célébré, disons, avec le pouvoir central à Kisangani, considéré comme la capitale aujourd'hui, même de ces jeunes. La représentativité. La représentativité, tenant compte aussi de la guerre des 6 jours. Christophe, l'aspect organisationnel, aujourd'hui nous avons vu une différence par rapport au premier anniversaire. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de cérémonies qui ont été organisées. Tout ça représente quoi pour vous? Est-ce qu'il fallait y aller de la sorte ou soit la procédure devrait être beaucoup plus symbolique tenant compte de l'aspect deuil? Bon, rien n'est tard pour mieux faire. Oui. Moi, je pense que c'est déjà un début et toute œuvre humaine ne manque pas d'imperfection. C'est-à-dire le gouvernement Deuxième anniversaire, c'est toujours le début. Oui, c'est effectivement les débuts parce que comme je l'ai dit, nous autres, ça fait 10 ans que nous sommes dedans. Oui. Et aujourd'hui, en tout cas, le gouvernement a emboîté les pas des organisations de la société civile pour cristalliser cette journée de façon nationale et de commencer à organiser des cérémonies officielles. Oui. Donc, ce qui s'est passé à Kisangani, ce déplacement des 16 ministres symbolise aujourd'hui, en tout cas, que Kisangani est représenté comme la ville la plus victime du débit, du carnage du RCD. Pour un gouvernement de 54 ministres, oui, c'est près de 30%. Une délégation de trop. C'est près de 30% de ce gouvernement effectivement qui s'est déplacé. Et ce n'est pas n'importe quel ministère. Ce sont des ministères de taille qui se sont effectivement déplacés. Et vous avez suivi des témoignages. Au-delà de la symbolique, c'était aussi la mémoire. C'était aussi le souvenir. Effectivement, lorsque on ravive les événements de 2000 à Kisangani, tout le monde s'est senti effectivement touché. Et c'est toute cette communion nationale que nous sommes en train de rechercher, là où chaque Congolais pourrait être touché lorsqu'on parle des massacres, qu'ils soient les Congolais de l'intérieur comme de l'extérieur. Et cette journée, effectivement, du 2 août, ça doit être une journée qui doit, en tout cas, remonter les remords, les regrets et le souvenir de chaque être humain qui nous a quittés dans des actes ignobles. Vous attendre parler, Christophe, c'est comme si, cette fois-ci, il y a eu du sérieux. Parce que dans tout ce que nous organisons, comme République démocratique du Congo, il ne manque pas des ratés. Cette fois-ci, c'est comme s'il y a eu du sérieux. Bon, avec ça, vous êtes entré les ratés, ça existe toujours sur le plan organisationnel. Mais tout ce que nous décrions aujourd'hui, ce sont les actes ou les incidents de détournement qui ont été enregistrés. Lorsqu'on parle par exemple de Frivao, lorsqu'on parle de Fonarev, et en écoutant les scandales financiers qui sont en train d'être enregistrés, c'est tout ce qui nous indigne. Et c'est tout ce qui nous pousse à dire que est-ce que le monde nous prendra au sérieux, autant que nous sommes en train de crier peut-être c'est juste justice, mais autant que nous sommes en train de crier réparation des victimes, autant qu'on enregistre aussi des cas de détournement. Et ça, aujourd'hui, moi je pense que le ministre de la Justice, qui est natif de Kisangani d'ailleurs, il devrait s'y pencher. Il y a beaucoup de rebelles encore aujourd'hui qui avaient participé directement ou indirectement dans
dans les massacres, dans les différents massacres en RDC, qu'ils soient de Tingi Tingi, qu'ils soient au niveau de Makobola, aujourd'hui ça continue à Beni, et partout un peu, vous comprenez que ce cycle d'impunité doit s'arrêter. Mais s'il vous plaît, il doit s'arrêter. Pour être pratique. Et les cas de détournement, au nom des victimes, moi je pense que c'est un acte d'humiliation, c'est un acte effectivement qui ne permet pas ce que nous puissions compatir avec les survivants. Au même moment, le gouvernement veut qu'il y ait justice pour les victimes, mais c'est le même gouvernement, on dit aujourd'hui qu'il y a des ministres qui siègent dans le conseil des ministres, mais qui seraient aussi impliqués dans tous ces massacres. Et jusque-là, ils n'ont jamais répondu de leurs actes. Alors, moi je pense que nous ne pouvons pas non plus aller trop vite à besogne. Ce sont des étapes que nous devons franchir. Nous sommes aujourd'hui à l'étape de la reconnaissance du 10 août comme étant la journée commémorative. Avec toute l'histoire qu'il y a autour de cette date, nous connaissons, on ne peut plus revenir à l'histoire. Le deuxième élément, c'est l'érection des différents mausolées. L'érection des milliers où les gens devront venir se recueillir en termes de mémorial. Le troisième niveau, c'est le niveau de la réparation des victimes. Effectivement, ça s'est fait avec Frévent. Et les survivants. Et le quatrième point qui sera très important, ça sera le point de la justice. Mais avant d'y arriver, peut-être ils sont connus, mais on peut tout simplement le mettre de côté et non plus faire appel à ces gens-là pour la composition du gouvernement, pour qu'ils fassent partir, on les retrouve dans le gouvernement. Ils avaient d'abord bénéficié au départ, au nom de la paix, au nom de l'unité, de la réconciliation, ils avaient bénéficié de ce qu'on appelle la loi d'amnistie. Donc aujourd'hui, pour poursuivre certaines personnes dans notre pays, et c'est de là que nous irons effectivement dans ces combats, il faut qu'il y ait l'abrogation d'abord de cette loi. L'amnistie ne veut pas dire qu'on doit les retrouver dans les institutions de la République. Tout dépend des mécanismes qui ont été mis en place, effectivement, depuis Sun City jusqu'à aujourd'hui. Nous savons qu'il y a beaucoup de seigneurs de guerre. Et cette loi d'amnistie de 2003, il y avait une autre en 2009, avec les CNDP. Il y avait une autre en 2013. Et aujourd'hui, nous tendons encore vers la même tendance. Donc nous ne pouvons pas continuer avec un cycle d'impunité infernale comme ça. Nous devons à un certain moment nous arrêter. Et c'est ça le combat là où il se retrouve aujourd'hui. Parce que vous soyez ministre, que vous soyez député, que vous soyez officier au sein des FARDC ou dans l'appareil sécuritaire, si vous aviez participé directement ou indirectement dans différents crimes qui ont décimé les vies des Congolais, en tout cas vous devez répondre, parce que ces victimes-là qui sont mortes jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais reposé un peu. Pourquoi? Parce que leur bourreau continue à jouir de cette impunité et nous ne pouvons pas nous arrêter par là. Donc, au-delà de ces combats-là de la reconnaissance, au-delà des combats de construction des mausolées et des mémorials, nous devons aussi déclencher le combat judiciaire, et c'est le combat le plus fort dans lequel effectivement il y aura beaucoup de sacrifices, parce que les gens vont perdre leur prestige. Comme à l'interne c'est reconnu déjà comme étant un génocide, pourquoi ne pas commencer déjà par des actions judiciaires à l'interne d'abord? Nous ne devons pas y aller de manière précipitée. Nous savons nous-mêmes que nous avons un problème de réforme de l'appareil sécuritaire. Vous le savez, nous sommes dans une étape aussi de réparation. Voilà. Nous sommes au même moment, nous sommes dans une étape de reconnaissance. Alors, nous l'avons dit que nous y partons de manière cumulative. Oui. Et ces manières cumulatives, ça dépend des étapes, ça dépend de moyens, ça dépend effectivement de plusieurs stratégies. Parce que comme je l'avais dit ici, si aujourd'hui par exemple nous commençons à ouvrir des procès contre tous ces seigneurs de guerre, il faudrait d'abord commencer par identifier les victimes qui viendront témoigner aux cours des tribunaux. Donc, au-delà de poursuivre d'abord... On a vu symboliquement parlant, c'est certaines victimes qui sont passées pour témoigner. Au-delà de ça, mais là, ils témoignent à la nation. Ils ne témoignent pas devant la justice parce qu'il n'y a pas encore un tribunal qui est déjà établi. On peut s'en servir. Effectivement, ce sont des témoignages qui devront nous servir. Mais au-delà de ça, il y a des archives. Oui. Il y a effectivement d'autres personnes qui vivent en cabale. Il y a d'autres qui se disent effectivement être menacés, et l'État doit développer les mécanismes de protection de tous ces gens-là, parce qu'ils avaient vu leurs bourreaux, peut-être aujourd'hui qui sont hautement placés dans les institutions, et si aujourd'hui ils se mettaient à s'exposer, c'est-à-dire nous risquons d'effacer, de perdre certaines traces, perdre certains témoignages, et ça ne va pas aider la justice d'éclairer l'opinion. Donc
ce sont effectivement des cas pour lesquels nous ne pouvons pas y aller avec beaucoup d'amateurisme. Il faut donner du temps au temps, il faut donner la place à l'établissement, à la collecte de toutes les preuves nécessaires pour aider effectivement le jour où il y aura des procès. Parce qu'il faut qu'il y ait déjà avec l'Ouganda qui a été, vous le savez, on peut dire sanctionné, voilà, par rapport à tout ce qu'il a eu à faire dans la guerre des 6 jours. Là, on peut dire nous disposons déjà des éléments nécessaires, parce que pour convaincre les tribunaux là où l'Ouganda a été condamné, ça veut dire il y a déjà des preuves, Christophe. Alors revenons à l'interne avec l'aspect toujours organisationnel. Aujourd'hui, nous avons Frivao, nous avons Fonarev, des organisations, et c'est avec ces deux organisations que ça prend de l'ampleur. À un certain moment, on peut dire il y a des avancées. Alors, il faut dire que Frivao, contrairement au Fonarev, Frivao, c'était une organisation privée, composée uniquement des victimes. Tandis que Fonarev, c'est un établissement de l'État qui a été créé moyennant les décrets et tous les mécanismes juridiques demandés. Tandis que Frivao, c'est juste une association. Donc, vous comprenez que cette ONG dénommée Frivao a de moindres mécanismes par rapport au Fonarev qui a une certaine suprématie. Mais les cas de détournement qui ont été enregistrés, notamment avec l'ancienne ministre de la Justice, ce sont des cas décriés. Donc comment est-ce que les victimes vont prendre ces initiatives au sérieux autant qu'on est en train d'enregistrer les cas de détournement? Donc la sérieuxité, et comme nous sommes en train de les décrire tous avec vous ici, les combats doivent commencer d'abord en interne. Il faut d'abord assainir l'appareil judiciaire. Il faut assainir l'appareil institutionnel. Il faut assainir l'appareil sécuritaire pour nous permettre que le jour où nous allons lancer, moyennant les preuves détenues, et le jour que nous allons lancer les procès ou les audiences publiques, en tout cas que nous puissions nous rassurer que personne ne sera épargné. Que vous soyez ministre, que vous ayez été une organisation nationale ou internationale, que vous ayez été une entreprise ou une personne morale ou physique, en tout cas, tout le monde répondra sans état d'âme et nous nous rassurerons effectivement que le droit sera dit conformément à la loi et que les victimes auront effectivement justice et que tout le monde pourra assister à cela et ça sera la fin du cycle d'impunité et personne ne pourrait plus s'aventurer de prendre les armes, tuer les Congolais et penser un jour obtenir certains avantages, notamment liés à l'amnistie, aux grâces présidentielles, des brassages pour que les gens puissent se retrouver des postes dans l'appareil sécurité. Ça doit s'arrêter. Et c'est le combat effectivement du Génocoste et ça prendra le temps que ça prendra parce que les aventures de Nanga... C'est le combat du Génocoste, mais les mêmes personnes avec lesquelles vous êtes en train de célébrer cette cérémonie, d'organiser cette cérémonie, mais on le voit aujourd'hui dans d'autres démarches et ça inquiète un tout petit peu l'opinion. On ne sait pas si ça sera par voie des négociations qu'on va mettre fin à cette guerre. Et qui dit négociation, là il y a des compromis. Moi je pense qu'il faut d'abord corriger les questions que vous me posez. Quand vous dites que les personnes avec qui nous organisons, non. Il y a des organisations parallèles. Vous commémorez. Voilà, il y a des organisations parallèles. Il y a l'organisation officielle de l'État qui a récupéré sans pour autant comprendre les véritables motivations de la société civile. Et au nom de l'État, ils ont créé tout ce qu'ils ont créé comme Fonarev pour essayer un peu de récupérer politiquement les démarches ou le combat du Génocoste. De l'autre côté, vous avez les organisations de la société civile avec les objectifs très clairs. Vous, comme citoyen, vous étiez là. Bien que vous avez aussi organisé tout juste après. En voyant la désorganisation qu'il y a au sein du programme officiel, en voyant comment est-ce que l'agenda, le protocole a été défini. Quelle désorganisation? La première désorganisation, effectivement, il faut préciser que même au niveau national, cela a été mal organisé. Pourquoi? Parce que ça devrait être d'abord le président de la République annoncé à Kisangani et à moins de 48 heures, on annonce que le président ne sera pas disponible. Ça sera la première ministre. Ça, c'est la première désorganisation. Ça vous étonne? Ça nous étonne, effectivement, parce que la communication du président de la République, les attentes qu'il y a autour du président de la République, en réalité, les médecins du président de la République, nous ne pouvons pas nous précipiter à annoncer son arrivée, très attendu par la population, et qui est 48 heures avant, vous dites que non, il n'y aura pas. Première désorganisation. Deuxième désorganisation, effectivement, c'est au niveau même
de l'emplacement d'Ilié des Génocostes, d'abord à Kisangani. Donc on n'a pas bien sélectionné les intervenants pour que cela effectivement réponde à un certain nombre de critériums. L'organisation, on a vu les images déjà projetées. Cela ne suffit pas pour qu'on appelle ça la bonne organisation. Et troisièmement, il faut que nous devions se rassurer quelle sera la suite après le 2 août. Et à Goma, ça a été encore très catastrophique. Ah bon? Catastrophique, pourquoi? Parce que lorsque vous voyez même l'organisation du FONAREV, qui devrait organiser au moins un point de presse en avant pour expliquer aux gens comment est-ce que cela va se passer, ils se sont juste contentés d'aller enterrer nos compatriotes à qui nous rendons nos vibrants hommages, ceux qui étaient morts au niveau de Bweremana, les 4 compatriotes, et 3 qui étaient morts à Sake, et du coup, ils se sont juste limités à aller enterrer. Après l'enterrement, il y a eu ce qu'ils ont appelé l'érection du village Génocos au niveau des BDGL, avec des images qui aujourd'hui, nous voyons déjà, certains journalistes réclameraient les droits d'auteur, c'est-à-dire même les images exposées ont été sortis du contexte, alors qu'en réalité, il y a plusieurs massacres de nos compatriotes à Tichiché. Les bombardements, on a mélangé le tout justement pour essayer un peu de tromper la vigilance de ceux qui avaient été les invités au niveau de cette cérémonie-là. Et ça prouve l'amateurisme, ça prouve l'incompétence et le manque de professionnalisme de la part du FONAREV. Raison pour laquelle nous disons quand même des choses tellement sérieuses. Et nous le faisons ça complaisant. À quoi manque le FONAREV pour convoquer les journalistes, par exemple, professionnels, qui sont en train de couvrir les différentes guerres qui se passent, pour obtenir ne fût-ce que des éléments, des images. Donc les associer dans tout ce qui se passe, justement parce qu'ils ont besoin des éléments. Moi je l'ai toujours dit, que les FONAREV ne se prennent pas pour un expert à la matière. Il y a beaucoup de victimes ici. Des journalistes qui ne dorment pas, ça fait 10 ans qu'ils couvrent des différentes activités, où il y a des massacres, qui font même des descentes. Qu'est-ce qui les avait manqué pour organiser, par exemple, la descente avec les journalistes pour aller à Tingi, à Kasika, à Makobol, et aller collecter tous ces éléments-là, les témoignages, en fait de venir les exposer. Récemment, il y a eu bombardement au niveau du camp des déplacés. Il fallait collecter toutes ces images-là, en fait de les exposer, au lieu d'aller trafiquer les images des journalistes pour peut-être des cas qui ne sont pas similaires. Non, vous ne comparerez pas. Ce sont des comparerez pas commis en République démocratique. Non, s'il vous plaît. Vous ne comparerez pas, par exemple, les images de l'éboulement de Calais et vous les assimilez au massacre de Kichanga et les assimilez au massacre de Beni. Non, moi je pense que le FONAREV aujourd'hui devait faire preuve de grandeur. Beaucoup de gens attendent trop du FONAREV. Mais par rapport à tout ce que j'ai dit ici, s'il vous plaît, pour terminer, par rapport à tout ce que j'ai dit ici, le FONAREV n'a qu'un seul rôle. C'est le rôle de la réparation. C'est-à-dire la justice, les questions de reconnaissance internationale, les questions de la célébration. Le FONAREV n'a aucun rôle à jouer. Ce qui est très grave à Goma, au lieu de finir cette manifestation en allant même compatir avec les déplacés, nous avons vu tous les protocoles du gouvernement donner les invitations pour aller fêter au niveau de Serena ce qu'ils ont appelé les bêtes de consolation. Ce n'est pas normal dans une situation de deuil comme ça, vous précipitez. Deuil collectif, deuil national, parce que les drapeaux étaient même en berne. Mais vous dites, nous allons nous réunir dans l'hôtel le plus luxueux de la province du Nord Kivu, à Serena, et pour y participer, il faut des invitations. Mais quelle sera la lecture de ces déplacés-là? Est-ce que ce n'est pas une moquerie? Non, moi, on a invité certaines autres organisations. Quant à notre côté, effectivement, nous nous sommes dit, c'est une situation de deuil. Les organisations civiles, certaines ont été invitées. Et vous savez tous, avec la manipulation qu'il y a, il y a certaines organisations de la société civile qui sont alliées au gouvernement. Mais par contre, qu'est-ce que vous avez fait? Nous ne leur faisons pas les procès détention. Mais par contre, qu'avez-vous fait? Ce que nous avons fait, effectivement, c'est dans le cadre d'idées. On s'est réunis au niveau du terrain paralympique à côté du cercle sportif avec des bougies pour commémorer cette journée, en tout cas dans cet esprit-là de remords, de compassion, de solidarité aussi, mais aussi de lancer un message
très clair à tous les Congolais que si nous ne faisons rien dans ce combat, personne ne viendra dans peu de temps. La suite, c'est la révolution. Vous entrevoyez pour que nous puissions faire mieux. Donc, nous continuons. 3e anniversaire. Déjà, non, nous n'entendrons pas le 2 août pour fêter. Ça nous reste n'entendrons pas le 2 août pour commémorer. Déjà, le 25, le 21 septembre, c'est la journée internationale de la paix. Nous préparons une grande caravane de paix qui va commencer au niveau du rond-point jusqu'au niveau... Non, c'est pour effectivement aller dénoncer à la communauté internationale que cette date-là, du 21, s'il vous plaît, cette date-là du 21 septembre, telle que définie par le Conseil de sécurité des Nations Unies, que ça sera la journée internationale de la paix, chez nous, cette paix n'existe pas. Qu'on retire, ou s'ils seront en train de célébrer là, ça en dehors de la RDC, parce que ça fait 30 ans que leur mission est présente ici au Congo, mais elle n'apporte pas la paix. C'est-à-dire pour nous, elles doivent dégager et laisser les Congolais eux-mêmes rechercher la paix avec leurs moyens de bord. Merci beaucoup Christophe Mouissa, activiste ici en province du Nord Kivu. Voilà, mesdames et messieurs, il vient de faire, nous venons faire avec lui une évaluation par rapport à tout ce qui a été organisé justement dans le cadre de toutes ces commémorations Génocoste en République démocratique du Congo, 2e anniversaire. Nous vous disons merci de nous avoir suivis, entre-temps commenté, partagé, likez aussi toute cette production, voilà, parce que ça fait aussi du bien d'avoir vos avis par rapport à tout ce que nous faisons comme analyse. On va se retrouver prochainement. N'hésitez pas aussi de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci. Génie.